Voilà, on va complètement changer de sujet maintenant avec un invité qui a commencé à travailler quand même dans l'action sociale avant de bifurquer vers le journalisme et qui est entré à Amnesty International à l'âge de 30 ans, d'abord comme attaché de presse avant d'en devenir le directeur. Amnesty International, vous en connaissez sûrement les campagnes de signature pour essayer de faire libérer des prisonniers d'opinion un peu partout dans le monde. Mais ces derniers jours, c'est surtout de l'Ukraine dont on a parlé à Amnesty. On accueille Philippe Hensman, c'est le directeur de l'aile francophone d'Amnesty International. Bonjour. Bonjour. Philippe Hensman, merci d'être avec nous. Votre organisation, je l'ai dit, elle est surtout connue pour dénoncer les actes de torture, les emprisonnements politiques, la chasse aux opposants, on va dire ça comme ça. Ce qui se passe en Ukraine, ça mérite aussi votre attention ? Absolument, parce que ce qui s'y passe, c'est justement une série de violations du droit international humanitaire, c'est-à-dire le droit de la guerre, et qui deviennent des violations des droits humains inévitablement lorsqu'on voit ce qui s'y déroule ou ce qui pourrait s'y dérouler quand M. Poutine a fait appel, par exemple, aux troupes tchétchènes, qui sont les troupes probablement les plus abominables. On ne sait pas encore si elles sont entrées sur le territoire ukrainien, mais elles se préparent en tout cas. Il annonce la venue de 10 000 hommes qui pourraient venir intervenir et qui sont parmi les militaires les plus brutaux que l'on connaisse sur la planète. Monsieur Poutine a déjà commis des violations monstrueuses, massives, en Tchétchénie notamment, en Géorgie, dans d'autres endroits. Donc c'est clair que aujourd'hui, on a une situation qui est très difficile à mesurer aussi parce que nous avons des informations qui viennent de l'intérieur et les principaux reproches qu'on peut lui faire pour le moment, c'est d'utiliser des armes qui sont interdites et qui manquent de précision. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire qu'on va utiliser des missiles balistiques qui vont tomber sur des hôpitaux, sur des écoles. C'est l'inverse d'une frappe chirurgicale, même si on peut mettre beaucoup de guillemets et beaucoup de réticence autour de ces communications-là. Ce sont des missiles qui sont connus, ce sont des missiles qui sont connus pour manquer de précision, qui ont une marge d'un demi-kilomètre, par exemple. Et lorsqu'on vise une ville, un établissement dans une ville, même si c'est un établissement militaire, il y a beaucoup de chances, entre guillemets, que ce missile tombe sur une école, sur un hôpital, sur un immeuble. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises. Vous êtes une organisation non partisane, Amnesty. Ça veut dire que vous avez une tradition de neutralité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous gardez cette tradition ou est-ce que vous nous dites qu'il y a clairement un agresseur et un agressé ? En tout cas, les règles de base du droit international ont été violées. C'est une invasion. Et je pourrais vous dire demain si c'est une condamnation que nous faisons, parce que c'est un débat en interne, mais probablement que oui, c'est ça qui va se passer. Ceci étant dit, ce qui compte là derrière, c'est une violation du droit international. Et d'ailleurs, le procureur de la Cour pénale internationale a dit il est attentif à tout ce qui va se passer comme violation du droit humanitaire aujourd'hui et dans les jours qui ont précédé en Ukraine, parce que ça pourrait relever de la Cour pénale internationale. Vous avez évidemment une organisation présente en Ukraine, donc il y a un Amnesty International ukrainien. Vous avez des informations qui arrivent. Que disent ces informations ? Alors, j'ai eu un échange avec la directrice vendredi passé, où on a beaucoup discuté. En fait, toute l'équipe... Donc c'était au lendemain de la première C'était au lendemain, voilà. Et toute l'équipe action, était répartie un peu partout dans le pays, en train de se cacher. C'était très émouvant, d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, elle nous a raconté comment ça se passait, les gens qui fuient, qui essaient de fuir. Tous les ponts sont détruits. Il y a des militaires russes sur toutes les routes et les hommes qui doivent rester parce qu'ils ont été réquisitionnés pour l'armée. Et puis elle dit attendez, excusez-moi, les bombardements ont repris, je dois descendre à la cave. Alors aujourd'hui, je suis satisfait parce qu'elle a pu rejoindre la Hongrie et ça, mais ça fait partie d'un programme qu'on a lancé, ce qu'on appelle un Relief Fund, un programme d'aide pour les membres de la section, pour donc les militants des droits de l'homme, membres d'Amnesty. Et des militants d'Amnesty dans le pays, pour qu'ils puissent se réinstaller ailleurs et suivre aussi les traitements nécessaires, parce qu'ils risquent d'avoir des tortures, des mauvais traitements, des situations tout à fait traumatiques. Donc les défenseurs des droits de l'homme sont en première ligne dans ce genre de situation. Oui, certainement. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle m'a dit, pour terminer, c'est d'ailleurs ce qu'elle m'a dit, qu'elle craignait de rester. Elle craignait de rester parce qu'ils seraient en première ligne si les Russes prenait le pouvoir, on mettait un fantoche à sa place. Je voudrais avoir votre sentiment sur la réaction des autorités européennes. Ça a commencé par des sanctions très ciblées, qu'on a peut-être même pu juger un petit peu faibles, qui visaient uniquement les avoirs financiers de Poutine et de ses très proches, des oligarques. On est pensé à des sanctions plus dures. On en est maintenant à fournir des armes et même à proposer à l'Ukraine de rentrer dans l'Union européenne. C'est un changement de doctrine au niveau européen ? Oui, je dirais presque heureusement, je l'espère en tout cas. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que malheureusement, pendant des années, on a accepté M. Poutine dans le giron des dirigeants acceptables au niveau mondial,
alors qu'ils commettaient déjà à ce moment-là des massacres, des quasi-génocides. Encore une fois, la Tchétchénie, c'était immonde ce qui s'est déroulé là-bas, et il était présent à tous les sommets internationaux. Et donc, on aurait dû réagir sans doute plus tôt. Maintenant, ce qui se passe, et le grand enjeu probablement pour l'Europe, c'est non seulement d'éviter que M. Poutine puisse installer un fantoche comme M. Loukachenko. Donc ça, c'est le président du Bélarus. Le président du Bélarus, qu'il puisse installer quelqu'un de similaire en Ukraine. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième danger, c'est d'être incapable de gérer la crise des migrants. Et pas des migrants eux-mêmes, c'est la crise du management de l'accueil des migrants. C'est ça le problème. Alors, il pourrait y avoir 5 millions de réfugiés si les choses continuent à se dégrader. Eh bien, dans ce cas-là, il faudra voir comment est-ce qu'on va gérer ça, parce que la Pologne ne pourra pas les accueillir. Donc la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, ce sont les pays limitrophes. Ça veut dire que d'autres États un petit peu plus éloignés, l'Allemagne notamment, mais la Belgique, la France, doivent aussi se préparer à accueillir des réfugiés en nombre suffisant. Il va y en avoir de toute manière. Non, et le problème, c'est qu'il va y en avoir de toute manière. Mais il n'y a pas eu de répartition. Donc il y a eu une réunion des ministres des Affaires intérieures, c'était hier soir. On n'a pas évoqué de plan de répartition. On aurait dû ? C'est ça qui est en discussion depuis 2020, c'est ce qu'on appelle le fameux pacte migratoire. Ça a été oublié. Ils ont soulevé la question de faire appel à une directive qui existe depuis 2001, qui est de dire, OK, inutile de demander la reconnaissance comme réfugié. On va accorder un statut temporaire sans formalité d'asile habituelle. Pendant jusqu'à 2 ans. Entre-temps, vous pouvez toujours demander le statut. Mais le problème, c'est qu'évidemment, il va y avoir une partie de réfugiés qui vont venir en Belgique parce que leurs familles sont allées les chercher à la frontière polonaise, par exemple, s'ils arrivent à passer les contrôles. Et puis, d'autres viendront à un moment donné. S'il y a 5 millions, on ne peut pas demander aux Polonais d'accueillir 5 millions. Il n'y a pas de clé de répartition. Et la Belgique est déjà submergée tellement on a mal géré l'accueil des réfugiés ces dernières années. On l'a vu encore il y a quelques semaines avec les files devant le petit château, etc. Eh bien, il faut maintenant prendre les mesures qui s'imposent pour, lorsqu'il y en a qui arriveront, on soit prêt à les accueillir comme il faut. Alors, vous avez lancé, c'était hier soir, si je ne me trompe pas, une collecte de dons à Amnesty International Belgique. Ça doit servir à quoi ? Alors, 3 objectifs. Le premier, c'est ce fameux pot commun que l'on met en commun avec d'autres sections pour aider les défenseurs qui sortent, pour aider les gens de la section, pour aider les travailleurs d'Amnesty sur le terrain, à pouvoir reconstruire une vie en sortant. Et reconstruire une vie, ça veut dire aussi parfois une aide physique, une aide médicale, une aide psychologique. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est de renforcer la recherche sur le terrain, d'avoir des gens qui puissent rentrer dans le pays et aussi renforcer nos équipes qui sont capables de travailler avec des images satellitaires, par exemple. Quand vous dites de la recherche sur le terrain, c'est la recherche d'informations. La recherche d'informations vous alimenter pour sur, pouvoir dire voilà ce qui s'est passé. Pour documenter. Quand je parle de missiles qui tombent sur des écoles, eh bien, nous avons pu documenter quel type de missile avait été utilisé en fonction de débris qu'on avait retrouvés sur le sol, d'images satellitaires. Tout ça, ça demande des moyens et il nous faut des moyens supplémentaires. Ouais. Aussi pour observer la façon dont ça se passe aux frontières. Troisième élément, nous voulons financer la constitution de dossiers qui iront à la Cour pénale internationale. Oui, donc ça, c'était ma dernière question. On va pouvoir poursuivre éventuellement Vladimir Poutine, des généraux, des soldats qui ont participé à des éventuelles exactions. Je l'espère en tout cas, et pour ça, il faut constituer dès aujourd'hui des dossiers avec des avocats spécialisés, ce que nous sommes en train de faire. Ouais. Ça prendra des années. Ça prendra le temps qu'il faut, mais on connaît la Cour pénale, c'est pas quelque chose de très rapide, et c'est ça qui fait aussi son honneur, en quelque sorte. C'est pas une justice rapide, mais... moi, ce que je peux espérer, c'est qu'en tout cas, les responsables seront un jour punis, comme on le voit en Allemagne avec la compétence universelle. Il y a aujourd'hui des dirigeants syriens, des généraux syriens, qui sont condamnés en Allemagne. Ouais, et donc ça arrivera peut-être un jour. Ça arrivera peut-être un jour sur les événements qui ukrainiens. sont responsables de ce qui se passe là-bas. Merci beaucoup, Philippe Hensman. Je rappelle, vous êtes le directeur d'Amnesty International pour la Belgique francophone.